on poursuit notre aventure avec la cybersécurité. Donc pour cette vidéo, on va tomber dans le vif sujet de la cybersécurité, parlant de tout ce qui concerne les applications web. On va utiliser l'outil WebGuard qui sera comme notre environnement de test de tout ce qui est application, vulnérabilité d'applications web. Donc je vous invite à aller sur GitHub et avec le lien que je vais mettre dans la description. Ici, on pourra voir tout ce qui concerne les vulnérabilités d'applications web comme ICE, Broken Access Control, cryptography file injection, tout ce qu'il y a au niveau des applications web, tout ce qu'on trouve au niveau des vulnérabilités des applications web, on le verra avec WebGuard. Donc, dans la documentation, on va utiliser Docker pour une installation rapide. Et puis, donc assurez-vous d'avoir installé déjà Docker pour aller sur le site de Docker pour voir ce que vous avez déjà installé. Si vous avez fait ça, vous pourrez venir dans le terminal et passer en mode route en mettant sudo et en collant cette commande. Donc, une fois ça est fait, vous appuyez entrée. Ok, et le logiciel se lance, il s'installe. Donc préalablement, vous devez être connecté. Si vous n'avez jamais lancé Docker avec cette commande, il va aller, ce qu'il va faire, c'est qu'il va télécharger depuis le repo de Docker Hub jusqu'à sur votre machine. Donc il va pouler ça, il va pouler le code et toute l'infrastructure pour que vous puissiez travailler de manière autonome. Donc une fois qu'il finit de faire ça, il va lancer le logiciel sur le port 80 WebGuard. Donc ici, on vient sur ce port, vous entrez ça, vous allez voir cet espace et je me connecte. Donc ici, je suis connecté à WebGuard. Donc voici l'interface que nous allons utiliser étape après étape pour apprendre les vulnérabilités d'applications web. Donc pour tous ceux qui aiment vraiment découvrir les vulnérabilités sur les applications web, voici un terrain de jeu accessible pour tous que nous allons utiliser pour pouvoir apprendre la cybersécurité à ce niveau. Comment découvrir les vulnérabilités sur les applications web. WebGuard est le terrain de jeu que nous allons utiliser. Donc bienvenue dans ce terrain de jeu là. Et bien, parlons de piratage, détection des vulnérabilités dans les systèmes d'applications web et autres. Donc, avant vraiment de tomber dans cette recherche de vulnérabilité, il faudrait qu'on parle des serveurs d'application, comment est-ce que ça se passe et comment est-ce que tout cela fonctionne. C'est vraiment très important que vous jetez un coup d'œil là-dessus parce que tout ça va déterminer l'avenir de tout ce qu'on va faire. Et là, il y a un article que j'ai fait sur Medium à l'époque en 2022 où j'explique un peu comment est-ce que tout ça se fait. Donc là, ici, vous avez une architecture qui nous montre un peu comment est-ce que depuis l'utilisateur jusqu'au serveur, comment est-ce que tout ça est orchestré. Là, ici, vous avez deux serveurs. Donc, je tombe ici. Vous avez deux serveurs qui sont répliqués, qui ont les mêmes, qui sont clonés, si je veux le dire ainsi. Vous avez un serveur web, une application des serveurs, un code, une database, etc. Donc tout ça est répliqué pour une simple et bonne raison. Et là, au-dessus de ça, on a ce qu'on appelle un load balancer qui est un équilibreur de charge. Donc cet équilibreur de charge, par exemple, va permettre d'équilibrer, comme le nom le dit, équilibrer les charges en fonction du nombre d'utilisateurs qui vient. Supposons que on a un site où on a 200 personnes qui viennent sur le site et on a deux serveurs où il y a un équilibreur de charge qui est disponible sur ces serveurs là. Donc ce que cet équilibreur de charge va faire, c'est qu'il va permettre à ce que les deux serveurs ne soient pas surchargés. Ça veut dire quoi? Moi je suis un utilisateur X, je viens sur le serveur A. L'équilibreur de charge va m'envoyer sur le serveur A parce qu'il n'y a personne là-dessus. Est-ce que vous voyez? Voici un utilisateur X qui vient se connecter encore. Vu que le serveur A a déjà une personne, l'équilibreur de charge va envoyer l'utilisateur X sur le serveur B. Ainsi de suite. Tout ça pour que le serveur soit allégé. Et si vous remarquez ici, on a une connexion avec les deux bases de données. Les deux bases de données sont synchronisées, sont répliquées. Donc, un code qui vient, une donnée qui vient dans cette première base de données XA
va être automatiquement synchronisé avec la deuxième base de données. Une donnée qui vient ici également pareillement. Donc, une fois qu'on arrive au niveau de load balancer, on a Internet. Donc, le load balancer est connecté à Internet. Il faut savoir que le load balancer peut être également un serveur. Mais il y a plusieurs services qui offrent automatiquement des services de load balancing. Donc, on n'a plus besoin forcément d'avoir une architecture où on dédie 3 serveurs et il y a un serveur qui est dédié au load balancer. Donc, Internet, l'utilisateur est connecté directement à Internet. Donc, il va taper ici le nom de domaine. Quand il tape le nom de domaine, il y a un enregistrement qui est fait, qui est l'enregistrement A, qui est pour les adresses IPv4, où on va automatiquement taguer le serveur concerné. Et lorsqu'on va vouloir taguer le serveur concerné, on passe toujours par le load balancing qui va maintenant balancer, équilibrer les charges et attribuer telle information à tel serveur et autres. Maintenant, concrètement, dans l'utilisation des utilisateurs, qu'est-ce que cela veut dire? De manière plus précise de ce que nous on veut faire. Donc, on veut comprendre ici comment est-ce qu'un client envoie des informations depuis le serveur et comment est-ce que le serveur répond. C'est vraiment très important parce que lorsqu'on va parler des attaques du type d'injection SQL, si vous ne comprenez pas ce principe, ça sera difficile pour vous de pouvoir comprendre certaines choses et comment est-ce que fonctionnent les applications web. Donc ici, par exemple, vous avez un client qui envoie une requête HTTP. Ce que vous devez savoir, c'est que au niveau des applications web, généralement, le protocole qui est utilisé, c'est le HTTP. Le protocole HTTP. Donc, l'utilisateur ici va envoyer au serveur web la requête HTTP. Le serveur web qui reçoit cette requête va faire quoi? Va l'envoyer maintenant au serveur d'application. Il l'envoie au serveur d'application qui tourne sur le serveur, et le serveur d'application maintenant va interagir avec la base de données ou le gestionnaire de base de données. Donc, une fois que le gestionnaire de base de données est appelé, il va exécuter la commande. Lui ne réfléchit pas généralement et il va renvoyer la commande au serveur d'application qui a tout le code métier et autres, qui lui maintenant va prendre le code, l'envoyer au serveur web qui va maintenant envoyer maintenant au client et ça s'affiche sur sa page. C'est le process qui est là principalement. Donc, vous avez ici le protocole HTTP qui est chargé de faire transporter ou de transporter les requêtes du web ou principalement le code HTML et autres et l'envoyer au serveur web, ainsi de suite. Tout ça est décomposé avec des scripts bien précis et maintenant on envoie la donnée à la base de données qui va maintenant elle retourner les données. Ils vont l'habiller et renvoyer au serveur et au client plutôt. Allons un peu dans les détails. Je vous montre un autre affichage pour qu'on soit encore plus compréhensible. Donc, ici à ce niveau, on parle de comment est-ce que concrètement ça fonctionne dans les moindres détails. Ici, vous avez un client qui a un navigateur, qui a tout cet appareil. Ça peut être un téléphone, un navigateur de téléphone, un ordinateur et autres. Il interagit ici maintenant avec le serveur d'application. Il va envoyer une requête, toujours une requête HTTP. Cette requête-là peut être à plusieurs méthodes. Les méthodes, ce sont les méthodes qu'on utilise pour envoyer la requête. Donc, on peut avoir la méthode get, la méthode post, la méthode put. On verra tout à l'heure tous les types de méthodes qui existent. Donc, il va envoyer la méthode avec l'URL concernée qui va taguer une page de manière bien précise et aller rechercher la donnée qu'on veut. Une fois que ça est fait, mais avant d'aller dans les réponses, déjà, toujours dans la requête, on a ce qu'on appelle l'entête. C'est dans l'entête qu'on a les métadonnées. Les métadonnées ne sont pas visibles. Quand vous entendez métadonnées, ce n'est pas visible. C'est un format de données qu'on envoie dans les entêtes de la requête qui va jouer un rôle particulier. Elle va nous permettre de pouvoir vraiment cibler, redéfinir un peu ce que l'utilisateur recherche et aussi avoir des informations sur l'utilisateur. Donc vous avez ici les user agents, on connaît un peu son navigateur qui l'utilise. Quelle est la requête, le type de test ou le type de contenu qui est accepté, c'est envoyé. On a l'autre également. Souvent on a le token, on a les cookies qui sont aussi également ajoutés à l'entête dans les métadonnées et envoyés au serveur d'application qui va les utiliser pour
traiter la requête. Également, il y a un autre aspect qui est le corps du message, le corps plutôt de la requête. Donc, dans la requête, il y a le corps, le body si vous voulez. Et dans le body, on voit en fonction des méthodes d'envoi s'il y a du contenu dans le body ou pas. Donc ici, par exemple, avec le get, il ne doit pas avoir de contenu. Donc, lorsque vous faites une requête get, la méthode ne requiert pas de contenu. Donc, on ne doit pas avoir de contenu. Par contre, avec la méthode post, il faut forcément ajouter un contenu. Donc ici, par exemple, c'est le login. Et on suppose que c'est une page, un navigateur. Et on demande à la personne de se connecter. Donc, il va mettre son login, il va mettre son mot de passe. Et tout ça est envoyé à l'application serveur, à l'application web. Elle, maintenant, elle va répondre après tout le schéma que j'ai eu à expliquer tout à l'heure. Elle revient, elle va répondre lorsque le code est bon avec le code 200. Le code 200, ce sont les codes de requête. Donc, lorsqu'on envoie une requête, il y a un code qui est envoyé pour nous signaler est-ce que la requête est passée ou pas. Donc, s'il envoie 200, c'est que c'est passé. S'il envoie, on verra d'autres codes également. Donc, il a envoyé ici 200, donc la requête a marché. Dans l'entête également, on va retourner certains contenus. Et ici, on a le HTML qui est envoyé comme le type de contenu, la taille, tous les types. Ça, c'est généralement utilisé aussi pour voir lorsqu'il y a un changement. Lorsqu'on fait un boot force et qu'on voit un changement dans la taille du contenu, on s'est dit que là, le résultat a changé. Donc, peut-être que notre script ou notre attaque a marché. Donc, on peut savoir. Donc, ce sont les informations qui sont importantes. On a les serveurs, comme il a dit, il y a beaucoup d'autres informations qui sont utilisées. Donc, au niveau des métadonnées, c'est vraiment une pelle pour les hackers aussi qui vont injecter souvent des codes parce que dans les applications web, on va utiliser ces headers-là pour pouvoir traiter l'information, traiter l'utilisateur, traiter beaucoup de contenu avant de pouvoir retourner la bonne information. Donc, les sessions même sont gérées à ce niveau-là. Et maintenant, après, on a le corps. Donc, dans le corps, comme vous savez, on va retenir le code HTML. Ici, comme c'est une application web, c'est le code HTML qu'on va retenir. Mais par exemple, lorsqu'on parle d'API, on va retenir d'autres types de corps, de body, comme le JSON, le XML et plein d'autres. Donc, retenons maintenant sur le site. On va voir un peu ce dont je parlais tout à l'heure. Au niveau des codes, donc si vous tapez juste code, vous tapez ici code HTTP, vous allez voir ici, il y a Mozilla qui donne des codes. Donc regardez ici, il nous dit quoi? Code de statut de réponse HTTP. Donc de 100 à 199, on a les codes d'information. De 200, tout ce qui est 200, on a les codes de succès. Donc quand une requête marche, c'est dans ce type de code là, dans ces réponses là. Lorsqu'il y a une redirection, un message de redirection, c'est au niveau du 300. Lorsque la réponse est 400, c'est que c'est une erreur côté client. C'est-à-dire le client a mis des données qui ne correspondent pas à ce que le serveur attend. Quand il y a une erreur au niveau du serveur, c'est que le serveur a des erreurs où elle n'arrive pas à traiter une information. Donc, c'est au niveau du serveur. Donc, tout ça peut nous donner des indications sur comment mener notre attaque. HTTP, comme il a dit, il y a plusieurs méthodes. Donc ici, vous voyez les méthodes. Il y a get, il y a add, il y a post, il y a put, il y a delete, il y a connect, etc. etc. Chacune a une explication bien différente. Donc vous allez voir les entêtes également aussi. Il y a plusieurs entêtes de requêtes, entêtes de réponses, plusieurs entêtes d'authentification, cache, tout ça y est. Donc tout ça peut être utilisé pour pirater le site, pour continuer des mesures de sécurité du site. Donc, une fois que vous comprenez un peu tout ça, on va passer maintenant à l'installation. Vous pouvez poser vos questions en commentaire. On va passer à l'installation de l'outil que nous allons utiliser. Par l'installation plutôt, la configuration des proxys comme OAuth, comme Zap Proxy, comme BebSuite. Tout ça sera utilisé dans le cadre de WebGoat pour tout ce qui est vulnérabilité web. Ok, donc nous allons passer à la phase de configuration des différents outils que nous avons. Donc premièrement, on va commencer par l'outil Zap de OAuth. Donc là, on lance
Zap. Faudrait s'assurer, généralement il écoute sur le port, ouais ici, c'est mis le port 80-82. Donc si chez vous c'est 80, vous remarquez bien sur quel port il est en écoute. Donc une fois que vous avez compris ça, je vous conseille d'utiliser le navigateur Firefox. Vous pouvez le configurer aussi sur n'importe quel navigateur, mais par défaut, moi j'utilise beaucoup Firefox. Donc vous ouvrez le navigateur Firefox. Il y a une configuration qu'on va effectuer à ce niveau. Vous tapez about 2.config. On va activer un process à ce niveau. Donc on fait show all et ici on va taper network.proxy.hello. Ok, donc hijacking localhost. Donc lui on va le passer à true. Dans la nouvelle version, il faut activer cette option. Deuxième chose, on va venir dans les paramètres de configuration. Donc, vous venez ici dans les trois edits, setting, vous descendez tout en bas, setting. Donc, ici, vous voyez, j'ai configuré mon navigateur pour qu'il puisse envoyer les informations sur mon proxy, c'est-à-dire le logiciel Zap, en mettant l'adresse IP plus le port. Et comme le localhost, le loopback, c'est celui qui est généralement mis. Donc j'ai mis cette adresse là et autres. Donc vous avez le port indiqué qui est dans Zap. Donc vous voyez dans Zap, on avait dit localhost, on avait dit localhost 2, etc. Donc tout le trafic que je vais effectuer là-bas vont aller dans Zap. Autre chose que je vais faire maintenant dans Zap, je vais venir dans filtre. Vous voyez ici actuellement, il y a beaucoup de requêtes qui sortent. Donc je vais venir dans filtre et on va ajouter quelques informations dans filtre. La première information qu'on va ajouter dans filtre, c'est au niveau de l'URL request. Donc, on va ajouter l'information à ce niveau-là pour dire qu'on veut juste les informations qui passent au niveau de qu'il fait un request à ce niveau-là, qu'il fasse un filtre à ce niveau-là. Pareillement aussi pour les MVC à ce niveau. Donc, au niveau du URL request. Donc, une fois que c'est mis, vous voyez ici, il a fait un filtre où il enlève, on ne veut pas ça. Parce que vous savez que c'est un lab. Donc, si à tout moment, on doit avoir ces informations-là, ça va nous fatiguer dans notre recherche. On continue, on va ajouter ici un autre filtre. On va dire qu'on veut des requêtes d'entête. Et on va dire principalement tout ce qui est post. Donc, la méthode post qu'on veut généralement dans nos réponses. Donc, on appuie ça, vous allez voir ici un breakpoint qui va venir mettre pour dire qu'il ignore ce type de contenu. Donc là, une fois le filtre est fait, donc on peut tester. On peut tester pour voir si ça marche correctement. Donc là, par exemple, j'appuie send. Vous voyez ici automatiquement, ça m'a envoyé sur Zapbox. Eh bien, passons au vif du sujet, c'est-à-dire la partie pratique. Assez ou bien nous débutons la recherche de vulnérabilité sur les applications web. Et l'une des premières phases qu'il faut effectuer, c'est toujours la récolte d'informations. Et dans notre cas de figure, vu que c'est pas d'application web, on parle plutôt de footprint de serveur web ou d'application web. Donc, on va utiliser des outils comme Nmap pour la récolte d'informations, Nmap, Telnet, Netcat et autres pour faire cette phase, cette première phase. Et dans cette vidéo, dans cette première vidéo, on va plus parler de ça. Et dans une prochaine vidéo, on va avancer juste après ce type de record d'informations. Donc déjà, utilisons Nmap, c'est-à-dire on va taper Nmap par exemple, T4, grand A, V. Donc
toujours respecter ce que je vous ai dit dès le départ au niveau de Linux. Lorsque vous voulez connaître les différentes informations de Linux, vous allez dans la documentation ou même dans le manuel pour voir ce que ces différents arguments arrivent à faire. Donc, on va ici cibler quelques sites. Je vais vous donner dans la description plusieurs sites que vous pouvez cibler pour vos tests. Il y a plusieurs sites qui sont faits vulnérables, comme je peux le dire ainsi, sciemment, pour qu'on puisse les tester. Et ici, je vais utiliser plusieurs d'entre eux, dont par exemple Certify. J'écris en minuscule certifiedhacker.com. Donc là, par exemple, on dit à Nmap qu'il fait quoi? Qu'il recherche des informations sur cette application web là. Donc, il recherche ces informations en faisant quoi? En faisant un scan agressif avec le tiret A. Également, qu'il nous parle beaucoup, un peu en tout cas, qu'il nous donne un peu les requêtes qu'il lance, les résultats qu'il obtient. Et c'est ça qu'elle avait verbuse, le tiret V. Et le tiret T4, c'est pour juste spécifier le template, le temps de template qu'on veut. Donc là, si on tape, on envoie cette commande, vous voyez, il a commencé à scanner. Donc il fait la découverte de ports, les découvertes, il est en train de trouver plusieurs ports qui sont ouverts sur cette application. Donc il va cartographier un peu tout ce qui est sur cette entreprise ou sur cette application web. Donc, on va patienter un peu tant qu'il finisse, ça ne va pas durer. Ok, là, il a terminé. Lorsqu'on monte, vous voyez ici, il a eu plusieurs informations sur ces différents ports qui tournent. Donc, on essaie de vérifier. Ici, il a montré ici les différents ports. Mais il va faire un résumé juste en bas. Donc, par exemple, ici, il nous dit que le port 21 est ouvert. Et il y a un FTP qui est là-dessus. Il nous donne un peu les signatures, le certificat. Tout ça peut être utile si on veut attaquer de cette manière sur ce serveur, sur cette application web plutôt. On a un TCP qui est ouvert au niveau du port 22 SSH. Donc, ce service est ouvert. On a un SMTP qui est sur le port 25 et le port 26. On a un domaine DNS sur le 53. On a un 80 pour l'application web qui est ouverte également aussi ici. Et autour, vous avez une panoplie d'informations sur cette application web là. Donc, si c'était une application web ici, on a un MySQL qui tourne dessus. On a un autre port SSH qui tourne au port 2222. Donc, ce sont des ports d'entrée sur la machine. On a un PostgreSQL. Donc, ça nous permet de savoir à quoi nous sommes, à quoi on doit s'attendre ou comment est-ce que nous devons mener notre attaque pour avoir plus de résultats. Et ici, on voit que c'est une application, c'est un système plutôt Linux. Donc, pour d'autres cas, vous pouvez tomber sur des systèmes Windows qui hébergent des applications. Donc, tout ça est important pour mener l'attaque. Parce que si tu ne sais pas sur quel système tu es en train d'attaquer, une fois, certainement que tu ne vas pas déterminer les vulnérabilités dessus. Ou même si tu arrives à déterminer les vulnérabilités dessus, étant dessus, tu seras un peu mélangé parce que tu t'y attendais pas et autres. Donc, tout ça ce sont des informations vraiment importantes pour la suite. Donc, on peut poursuivre encore cette recherche en utilisant Telnet pour vérifier vraiment. Donc, Telnet, c'est un protocole qui permet la communication à distance, mais il n'est pas sécurisé par rapport au SSH. Donc, ici, Certify Hacker. On est toujours dans la récolte d'informations. Donc, comme il nous avait dit que le port 80 est ouvert pour l'application, on va taper port 80 et il nous demande d'entrer. Donc là, genre get, je fais un get. Vu que c'est le HTTP qui est là, donc je lui dis de m'envoyer des informations de ce get là en allant sur c'est-à-dire sur le certifiedhacker.com/. Donc normalement c'est l'arborescence
la première arborescence du site. Et il me dit quoi? Requête 408. Donc, comme il a signifié plus haut, le, toutes les requêtes, les codes d'erreur à partir des 400 veut dire que c'est l'utilisateur qui n'a mis un site qui n'existe pas. Donc, certainement que ce site-là n'existe pas chez lui, mais il m'a quand même envoyé des retours qui sont intéressants ici à ce niveau, au niveau des métadonnées, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Il m'a dit que la requête a trop duré, mais il me dit que c'est un serveur Apache. Il me donne la taille, bon, du contenu, ce contenu, hein. Il a fermé, il me donne un peu les chassettes et autres. Donc ça, c'est en tête. Donc pour d'autres, si d'autres sont ouverts, si l'arborescence correspond, on va avoir un résultat bien différent de celui-ci. La même chose avec Telnet, avec Net4, pardon. On va taper NC, minuscule, NC-VV, certify, hacker.com. Je suis trompé sur certify. OK. Et là, ici, je mets le port 80. Donc là, il me dit d'entrer, je fais pareillement. HTTP. Donc là, automatiquement, il me donne une requête 400 aussi pour dire que la requête est mauvaise. Il me confirme que c'est un Apache. Et les mêmes informations comme tout à l'heure. Donc, on peut utiliser l'adresse IP et plutôt la commande telnet comme la commande net4 pour faire pareillement. Donc ici, au niveau de la commande net4, il me donne même l'adresse IP du serveur. Donc, il y a une information de plus. Bon, je l'avais déjà avec le Nmap. On va continuer, on va demander par exemple à Nmap de nous faire une énumération qui va nous permettre d'avoir des informations sur le serveur, des informations sensibles sur le serveur, ou même savoir s'il y a des vulnérabilités. Donc, on va taper Nmap. Nmap-s grand V script. Donc là, on va passer par le script de NSE, HTTP enum. HTTP-enum, c'est un script qui va nous permettre de faire de l'énumération et obtenir plus d'informations sur notre cible dans hacker.com. Là, je lance, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, comme ça va prendre beaucoup de temps, je vous montre ce que j'avais déjà fait avec cette même commande pour qu'on puisse gagner en temps. Donc, j'avais déjà lancé à côté. Donc, vous voyez ici, il a fait la même requête. Donc, les ports qu'il avait découvert tout à l'heure, c'est les mêmes ports qu'il découvre. Mais là, ici, vous voyez ici, il fait de l'énumération pour savoir quels sont les répertoires qui sont derrière ces différents services qui existent. Donc, au niveau du port 80, vous voyez ici, il a découvert qu'il y a un blog, qu'il y a webmail, qu'il y a tant logo, CSS. Il a découvert ces différents répertoires-là qui peuvent découler sur des sites qui ont des vulnérabilités ou des pages qui ont des vulnérabilités et qu'on peut utiliser. Pareil sur le 443. Donc, pour une attaque web, c'est vraiment important de connaître l'arborescence. Donc, avec Nikto et d'autres outils, on peut aussi, avec des attaques de brute force ou de fuzzing, on peut aussi déterminer ces différents répertoires-là. Et lui, avec lui, vous voyez qu'il va rapidement et nous donne de manière très précise ces différentes informations. Donc, c'est déjà très bon à ce niveau. Donc, on poursuit, on peut demander, on peut rechercher ou chercher à découvrir des autres qui résout notre nom de domaine. Donc là, par exemple, puisqu'on peut être sur les serveurs pour une entreprise ou même être sur targeter une entreprise qui a installé une application web en local et elle a certainement fait des résolutions d'adresse sur son nom de domaine et autres, etc. Donc, on peut utiliser ces mêmes canaux-là pour faire les mêmes choses. Donc là, on va utiliser nmap-script hostmap-bfk. Là, on va un peu dans des scripts un peu avancés. Script-argument espace hostmap
BFK. Il y a un tiret que j'ai raté. BFK. Point préfixe. Préfixe. Et on va appeler maintenant, on va appeler le script, l'argument du script qui est host map et certify hacker.com et on lance. Donc là, vous voyez ici, il nous donne le hôte de... Il nous dit que c'est une seule adresse qui est liée à cette application. Une seule adresse qui est liée à cette application. Il nous donne l'adresse IP ici, vous avez l'adresse IP ici, vous avez les différents ports listés tranquillement. Vous avez les services qui sont utilisés. Donc on peut faire des recherches pour savoir si ces services sont vulnérables et autres. Tout ça va de notre intérêt. On peut faire également aussi un HTTP Trust pour sur la cible, c'est-à-dire sur ce nom de domaine là, pour avoir aussi d'autres types d'informations. Donc avec Nmap, Nmap-script toujours. Donc ça, ce sont les scripts du NSE de Nmap. HTTP- Donc en tapant ces arguments là, il va chercher des scripts. Des scripts, ce n'est rien d'autre que du code qui permet de mener certaines actions en utilisant Nmap pour pouvoir avoir des résultats. Donc, -d certified hacker.com. Donc là, il s'en va, il poursuit. Ok, il a terminé. Ok, donc ici, il nous donne ici les raisons qui montrent que ces pouvoirs sont disponibles parce qu'il a utilisé le True One Handshake. Ceux qui ont fait le CA, qui ont le réseau, ils comprennent un peu plus ou moins de quoi on parle. Le True One Handshake. Donc, il a pu déterminer tout ça, comme je l'ai dit, ça va dans le même sens que découvrir les différentes adresses et autant qu'ici, vous voyez les différentes informations qu'il donne. Ça vous permet, ça vous consolide dans vos recherches que vous faites. Donc, voici un peu ces recherches qui sont effectuées. On peut également aussi contourner des parfums. On va terminer avec ça. Ça sera comme un bonus. Donc, Nmap, par exemple. Nmap-P80 script HTTP-WAF. Donc, on appelle le script qui nous permet de détecter s'il y a un pare-feu sur cette application. Donc, il nous dit quoi? Il a détecté quoi? Il dit qu'il a détecté un pare-feu. Je crois bien. Oui, il a détecté un pare-feu. Parce qu'il a injecté ce script-là. Donc, il a vu qu'il y a un pare-feu qui est sur l'application. Donc, voici plus ou moins un peu déterminer ces différentes attaques, ces différentes techniques. Ce fait que on va se voir pour une prochaine vidéo pour parler de... Vu que là, on a fini avec tout ce qui est découverte d'informations, recherche d'informations sur une application web, un serveur web. Et on verra prochainement comment maintenant découvrir ces vulnérabilités-là et chercher à s'introduire, exploiter ces vulnérabilités. Donc, on se prend pour une prochaine vidéo.